À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, l'Europe était envahie par les vampires. La situation était devenue si chaotique que les autorités durent intervenir, et même des officiers militaires eurent à enquêter sur ces sinistres affaires. Leur conclusion fut claire: oui, les vampires sont bien réels. Nous parlons ici d'une époque ayant précédé l'apparition de la figure populaire du Dracula des livres et les films. Les gens d'alors croyaient réellement que les défunts pouvaient ressortir de terre pour venir boire le sang des vivants. Hélas, leurs victimes ne survivaient jamais, et les vampires continuaient à commettre leurs horribles forfaits. Ils s'en allaient par les routes et envahissaient les villages. Cette croyance était très répandue, et la panique régnait dans les contrées concernées. Tout cela débuta en Europe de l'Est, plus précisément en Serbie. Plusieurs décès mystérieux étaient survenus dans un village, et les gens avaient pris peur. Voici l'histoire de Petar Blagojević, un paysan décédé en 1725. Après son enterrement, un certain nombre de villageois affirmèrent qu'il était revenu d'entre les morts et qu'il frappait aux portes pour demander des chaussures ou de la nourriture. Rien de bien grave, mais attendez un peu, quelques jours après cela, ces mêmes villageois furent retrouvés sans vie. Au total, le village perdit 9 de ses membres. Tout le monde paniqua. Les gens étaient sûrs que Petar était responsable. On croyait qu'il s'était réveillé de son repos éternel, une nuit, et qu'il venait dévorer les vivants. Finalement, les autorités durent déterrer son corps pour mener l'enquête. Ils voulurent vérifier s'il y avait des signes indiquant qu'il était encore en vie. Ils examinèrent donc de près ses cheveux, sa barbe et ses ongles pour voir s'ils avaient poussé. Et c'était effectivement le cas. En fait, ils ne virent aucun signe de décomposition. Son corps était intact. Ensuite, ils découvrirent quelque chose d'encore plus étrange. Il y avait du sang autour de sa bouche. Et cela fut suffisant. Les gens déclarèrent qu'il s'agissait d'un vampire. Puis vint Arnold Paul, sans doute le des vampires le plus infâme de tous. C'était un soldat, et il avait perdu la vie après être tombé d'un chariot et s'être brisé le cou. Mais il y avait quelque chose d'étrange à son sujet. Avant cet événement tragique, Paul avait affirmé avoir été mordu par un vampire. Il avait dit s'être guéri en mangeant de la terre provenant de la tombe du vampire et en s'enduisant de son sang. Et non, pas vraiment un sujet de conversation pour le dîner. Mais passons. S'il était guéri, personne n'avait de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Eh bien, voyons cela. Dans le mois qui suivit l'enterrement de Paul, 4 personnes déclarèrent qu'il les tourmentait post-mortem. Et peu de temps après, ces mêmes personnes disparurent. 10 jours après les funérailles de Paul, les villageois le sortirent de terre, juste pour s'assurer que tout était normal. Et c'est là que les choses devinrent étranges. Son corps ne s'était pas décomposé, ses cheveux, ses ongles et sa barbe avaient poussé. Et du sang frais lui coulait de la bouche. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un d'autre? Oui, notre ami Petar. Mais dans le cas de Paul, c'était plus troublant. Le sang ne venait pas seulement de sa bouche. Il coulait de ses yeux, de son nez et de ses oreilles. Sa chemise, son cercueil, tout était complètement trempé de sang. Terrifiés, les villageois lui enfoncèrent un pieu dans le cœur et brûlèrent son corps. Et ils déterrèrent également ses 4 victimes supposées, juste par précaution. Ils procédèrent de la même manière avec elles, pour s'assurer qu'aucun vampire ne viendrait troubler le reste du village. Qui sait, n'est-ce pas? Mais leur cauchemar ne s'arrêta pas là. Quelques années plus tard, durant l'hiver de 1731, un nouveau mystère vint émouvoir la commune. 13 personnes moururent dans seulement quelques semaines. Finalement, les autorités locales furent obligées d'intervenir. Elles envoyèrent des enquêteurs officiels pour apaiser les esprits. Mais de manière surprenante, ceux-ci conclurent que ces attaques de vampires étaient bien réelles, tout au moins selon les témoignages recueillis. Cette validation officielle changea tout. Elle provoqua une vague d'hystérie dans toute l'Europe. Mais pourquoi tous ces gens étaient-ils si prompts à croire que les défunts pouvaient retourner hanter les vivants? L'une des explications, c'est que les gens de l'époque comprenaient très peu le fonctionnement du corps humain. Des cadavres à l'air intact ou mystérieusement enflés une fois mis en terre, avec du sang autour de la bouche, et même le fait que les ongles et les cheveux continuaient à pousser. Ils prenaient tout cela pour des phénomènes surnaturels. Ces villageois comprenaient mal le processus de décomposition. Des gaz naturels provoquent le gonflement des corps, leur donnant une certaine fraîcheur. Pour eux, c'était une preuve supplémentaire que ces trépassés ne dormaient pas de leur dernier sommeil, mais qu'ils revenaient d'entre les morts pour causer du tort aux vivants. De plus, sous certaines conditions, le processus de décomposition peut être retardé pendant un long moment. Cela peut par exemple s'expliquer par un phénomène qui porte le nom de saponification.
Il s'agit d'un processus naturel qui se produit lorsqu'un corps est enterré dans un endroit froid et humide, exactement comme dans certaines régions d'Europe de l'Est. Dans ce type d'environnement, la graisse du corps peut se transformer en une substance cireuse qui ressemble à du savon. Cette cire recouvre le corps et contribue à empêcher la putréfaction. Bien. Mais comment expliquer la croissance des ongles et des cheveux? C'est plutôt une illusion d'optique, pas une véritable croissance. Ce qui se passe, c'est que la peau se dessèche et se rétracte un peu. Lorsque la peau se rétrécit de cette manière, elle fait paraître les poils du menton ou les ongles plus longs qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est tout. Et qu'en est-il du sang? Il s'avère que nous disposons là aussi d'une explication scientifique. La durée pendant laquelle le sang reste liquide après le décès d'une personne dépend beaucoup de la température environnante. Dans les régions froides, il peut rester fluide pendant plusieurs jours. Donc, lorsqu'on exhumait un corps, il y avait de fortes chances que l'on trouve du sang liquide dans ses veines. Cela pouvait sembler étrange, voire effrayant, mais c'était simplement le froid qui ralentissait tout. Les chercheurs en médecine pensent aujourd'hui que de nombreux symptômes liés à la croyance aux vampires correspondent en réalité à des affections comme la rage. À l'époque, la plupart des gens dans ces communautés vivaient avec des animaux, et les villages étaient généralement proches de forêts où prospéraient les bêtes sauvages. En outre, il n'existe toujours pas de remède vraiment efficace contre la rage. Cette maladie peut causer de l'insomnie, une agressivité pouvant conduire à des morsures et même une grande peur de l'eau, ce qui correspond étroitement à la description des vampires. Il s'avère donc que tous ces phénomènes prétendument surnaturels avèrent des explications logiques. Aujourd'hui, nous pouvons trouver naïve l'idée selon laquelle de vrais vampires sévissaient en Europe de l'Est. Mais à l'époque, c'était une peur bien réelle. Des communautés entières étaient plongées dans l'effroi. Il existe de nombreux cas documentés de familles ayant exhumé leurs proches afin de leur retirer leur cœur, car elles croyaient fermement que les défunts étaient la cause des malheurs qui leur arrivèrent par la suite. Et les journaux à travers le continent reprenaient ces histoires, propageant la légende bien au-delà de l'endroit où les faits s'étaient déroulés. De manière surprenante, ces histoires de créatures assoiffées de sang ne sont pas apparues uniquement en Europe. Des mythes similaires ont existé sur tous les continents, à diverses époques. Aux Philippines, par exemple, on trouve le manananggal, une créature volante au corps coupé en deux. Au Chili, il y a le Perchen, un être métamorphe qui suce le sang de ses victimes. Et en Australie, certaines tribus indigènes croyaient en l'existence du Yaramayaho, une petite créature rouge qui tombe des arbres et boit le sang des gens à l'aide de ventouses situées sur ses mains et ses pieds. Une jolie histoire. En Europe, la croyance aux vampires s'est estompée vers la fin du XVIIIe siècle, grâce au progrès du savoir médical. Mais comme vous le savez, c'est une légende qui a la vie dure. Tout simplement, on la trouve à présent sous forme de littérature, et elle a donné naissance à des personnages célèbres, comme Dracula. L'écrivain Bram Stoker s'est inspiré de récits en circulation depuis le XVIIe siècle. Mais il a transformé les vampires en monstres romancés et fictifs. Vous savez bien, dents aiguisées, peau pâle, vêtements noirs, tout le tralala. Des créatures bien différentes de celles qui effrayaient les villageois de l'époque. Et en un certain sens, ces villageois n'avaient même pas complètement tort. Quelque chose polluait bien la vie de ces gens. Mais ce n'était pas le sang vicié des vampires, c'était simplement la désinformation, mêlée à une grande dose d'imagination débridée. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film de vampires ou que vous lirez une histoire effrayante, souvenez-vous que derrière la fiction se cache une vérité fascinante. Une véritable épidémie de panique, de confusion et d'effroi qui a déferlé sur l'Europe il y a près de 300 ans, laissant un héritage glaçant qui continue encore aujourd'hui de nous captiver.